Bienvenue sur Dedac Tutoriel, votre référence pour maîtriser Archicad et bien plus encore. Je suis Dean Dougué et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans l'apprentissage de l'outil MU dans Archicad. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, vous êtes au bon endroit pour apprendre des astuces et techniques pratiques qui vous aideront à améliorer vos projets. Alors installez-vous confortablement, on commence tout de suite. De façon générale, les éléments de construction dans Archicad sont les équivalents numériques des éléments de construction réels. Chacun de ces éléments possède un outil qui lui est dédié dans la boîte à outils d'Archicad. Mais notre cours d'aujourd'hui portera sur l'outil MU. Ainsi, nous avons trois types de MU, à savoir les MU simples, qu'on peut encore appeler MU à structure basique, les MU composites et les profils complexes. Alors, pour commencer, nous allons chercher l'outil MU qui se trouve au niveau de la boîte à outils. Je clique dessus pour le sélectionner. Et là, je vois au niveau de la zone d'information, je vois les informations sur le MU qui a été sélectionné. Pour commencer, il faut d'abord vérifier les niveaux d'étage. Donc, je fais un clic droit sur étage au niveau de la barre de navigation et je fais définir étage. Ou bien, je viens au niveau de dessin. Je viens au niveau de dessin et je fais définir étage. Voilà. Donc, je vérifie mes niveaux d'étage et je définis le nombre d'étages que je vais avoir pour mon projet. On avait déjà vu ça la dernière fois. Donc là, j'ai mis la hauteur pour mon niveau rez-de-chaussée, j'ai mis la hauteur à 0. Ça veut dire que quand je suis au niveau rez-de-chaussée, je suis à l'altitude plus ou moins 0,0. Ensuite, le premier étage, j'ai 3 mètres encore. Ça veut dire que si je quitte, ça veut dire du niveau rez-de-chaussée jusqu'à l'étage, j'ai une altitude de 3 mètres. Ainsi de suite. Donc, une fois que c'est bien défini comme ça rend le travail plus facile. Pourquoi? Parce que la hauteur, la valeur de la hauteur que je mets ici, par défaut dans Archicad, c'est considéré comme la hauteur y compris l'épaisseur de la dalle, c'est-à-dire la hauteur au-dessus de la dalle. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la hauteur sous plancher ici, c'est 2,80 m. Ouais. Bon, pour notre exercice, moi je vais garder ça à 3 mètres comme ça. Ok, je valide. Maintenant, je reviens sur mon outil MU. Soit je fais un clic droit, vu que l'outil MU est déjà sélectionné, soit je fais juste un clic gauche ici, ou alors je fais double clic sur le MU au niveau de la boîte à outils. Donc là, je fais un seul clic gauche. Et là, je mets par exemple lien supérieur, par exemple, bon, au-dessus de l'étage d'implantation. Donc, le premier étage, je mets par exemple peut-être 0 pour que ça soit lié exactement au niveau fini de ma dalle. Ou alors je fais, bon, vu que je suis en centimètres, je mets moins 20 cm par exemple. C'est-à-dire que ça va se positionner juste en dessous de la dalle. Parce que je considère que ma dalle a pour épaisseur 20. Donc, mon mur va s'arrêter à 20 cm. Pardon, le mur va s'arrêter exactement sous la dalle. Ça va se coller exactement sous la dalle. Et ça dépend encore de comment la dalle a été positionnée. Si on tient compte du fait que la hauteur de mon projet, la hauteur au rez-de-chaussée, c'est la hauteur finie de la dalle, c'est-à-dire la hauteur y compris l'épaisseur de la dalle, ça veut dire que si je positionne à l'étage la dalle va se positionner au niveau 0 de l'étage qui est égal à 3 mètres moins 20 cm. Et comme ça, la hauteur sous plancher reviendra alors à 3 mètres moins les 20 cm, ce qui veut dire que mon mur va se coller exactement sous la dalle. Et maintenant, si je veux, je dis bon, mon mur aura un soubassement. Et là, je définis la hauteur de soubassement. Moi, je vais définir ça à 45. Donc, je mets moins 45. Pourquoi? Parce que dans mes niveaux d'étage, j'ai mis là-bas niveau sous-sol 45 cm. Donc, ça veut dire que
Maintenant, la hauteur totale de mon mur fait 3,25 m. Parce que ça fait 2,80 m plus 145. Voilà. Et maintenant, je choisis mon type de mur. J'avais dit qu'il y a 3 types de murs. Il y a mur basique, il y a mur composite et profil complexe. Moi, je vais choisir mur basique. Choisis mur basique. Ensuite, là, j'ai les options de géométrie de mon mur. D'abord, il y a l'option de géométrie de mon mur. Si je décide d'utiliser un mur droit, ça veut dire que j'ai un mur droit. Il y a plusieurs autres options de géométrie que nous allons voir tout à l'heure. Donc, moi, pour commencer, je choisis un mur droit et je donne l'épaisseur de mon mur. Je mets épaisseur 15 par exemple, 15 cm. Là, pour la structure de mon mur, puisque moi je suis en train de travailler avec une structure basique. Pour la structure de mon mur, je choisis, j'ai le choix encore. Est-ce que c'est brique? Est-ce que c'est une finition que je vais aller choisir ainsi de suite? Peu importe. Bon, moi, pour le début, je vais choisir brique. Par exemple, j'ai brique qui est là. Et parmi les types de briques qui existent déjà, je vais choisir peut-être brique ciment par exemple, bien taille cuite extérieur. Voilà, épaisseur 15. Et là, j'ai le niveau d'implantation de mon mur, l'étage d'implantation. J'ai choisi étage actuel. Je suis au rez-de-chaussée. Si vous voyez au niveau de la barre de navigation, ça a mis en gris ici, rez-de-chaussée, parce que je suis au rez-de-chaussée. Et je peux aussi lire ça au niveau des barres des onglets ici, écrit rez-de-chaussée, parce que je suis au rez-de-chaussée. Donc, quand je compte pas paramétrer mon mur, ça me met en même temps actuel, parce que je suis au rez-de-chaussée. Voilà. Si je veux changer l'état d'implantation de mon mur, je dis par exemple que je veux que mon mur se retrouve au premier étage, alors que je suis au rez-de-chaussée. Ce qui veut dire que quand je vais tracer le mur, ça va se positionner directement au premier étage. Ça ne va plus apparaître au rez-de-chaussée. Donc pour commencer, moi je vais laisser ça sur le rez-de-chaussée. Ensuite, je définis la ligne de référence. En fait, la plupart des informations qui sont ici, je peux encore retrouver ça au niveau de la zone d'information. Donc, si j'avais oublié de paramétrer quelque chose ici au niveau de la barre de dialogue, je peux aller continuer mon réglage au niveau de la zone d'information. Donc, ici, j'ai la complexité du mur. Soit c'est un mur droit ou bien incliné une seule fois ou alors doublement incliné. Vous voyez, nous allons voir chaque option. Donc, là, pour option de géométrie, j'ai choisi un mur droit. Ensuite, pour la complexité du mur, j'ai choisi aussi un mur droit. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? La ligne de référence. Voilà. Pour la ligne de référence, je choisis soit la face extérieure, la face intérieure et centre. J'ai le choix entre ces trois options. Je vais choisir le centre pour commencer. Vous allez voir comment ça se présente. Maintenant, l'affichage. L'affichage de mon mur, c'est-à-dire qu'il y a l'option de plan et coupe. Comment le mur va s'afficher en plan et en coupe, sachant déjà que la vue en plan aussi c'est une coupe horizontale. Donc, les options que je vais mettre pour le réglage en coupe vont se répercuter en même temps sur la vue en plan aussi. Et sur la vue en plan aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi une coupe. Mais nous allons voir l'option plan et coupe en dernière position. Voilà, donc ce qui m'intéresse moi, c'est le stylo de hachure. Vous devez savoir que quand je choisis une option de composition, par exemple de mon mur, c'est cette option-là qui va apparaître en vue en plan. Ça veut dire que j'aurai un mur qui soit hachuré. Parce que là, j'ai deux éléments que je vois. Il y a hachure et il y a texture. Nous allons voir comment les compositions là se fait.
on va même voir comment les créer aussi. Voilà, donc je peux changer ces couleurs-là pour mon projet, pour le mur que je suis en train de créer. Je peux décider que la couleur de rachure qui est ici, moi je vais changer. Donc je clique sur remplacer stylo de rachure. Je décide par exemple de changer soit l'avant-plan ou bien le fond ou bien les deux en même temps. Donc pour le cours d'aujourd'hui, moi je n'ai pas besoin de tout ça. Donc je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je viens au niveau de modèle. Je choisis la couleur que je vais utiliser, tout ça. Si je ne mets pas de couleur, si je veux déterminer par exemple, si je veux mettre par exemple les couleurs, je vais juste cliquer, je vais activer les endroits où je vais mettre les couleurs. Est-ce que c'est extérieur, est-ce que c'est intérieur, pardon, est-ce que c'est latéral ou bien est-ce que c'est intérieur. Maintenant, si je ne veux pas mettre de couleur, je désactive tout ça. Et là, ça va utiliser directement la structure de mur qui a été choisie, c'est-à-dire brique terre cuite. C'est ça texture que je verrai. Mais si je décide d'appliquer de couleur, ça va changer, ça va remplacer la texture de la structure de mur qui a été sélectionnée. Voilà. Bon, et je fais valider. Enfin, je fais OK. Pour venir placer maintenant mon mur. Maintenant, une fois que j'ai fait valider, si vous vous souvenez, on avait choisi l'option de géométrie, on a choisi 3. Et au niveau de la complexité du mur, j'ai choisi 3. Maintenant, arrivé ici, au niveau de la barre des informations, la zone d'information, une fois que j'ai déjà choisi l'option de dessin là-bas, géométrie, j'ai choisi 3. J'ai maintenant le choix entre 4 autres options de géométrie. Ce qui n'est pas la même chose que l'option de géométrie qu'il y avait ici. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Il y a 2 options de géométrie qui sont ici, qui sont encore visibles au niveau de la zone d'information là-bas. C'est-à-dire, j'ai l'option trapézoïdale et l'option polygonale. Et c'est ça que je vois encore déjà ici. J'ai l'option polygonale trapézoïdale ici. Donc, pour quelqu'un qui a choisi l'option de géométrie, quelqu'un qui choisit droit par exemple, arrivé au niveau de la zone d'information, vous avez le choix entre vous faites un mur droit simple ou bien je fais un peu long dessus. J'ai le choix entre dessiner un mur droit simple, un mur chaîné, un mur rectangulaire ou bien rectangle orienté. Ou bien je choisis un mur circulaire. Voilà les éléments qui composent un mur droit. Voilà, donc nous allons commencer avec un mur droit. Une fois que mon réglage est terminé, je fais juste un clic gauche sur mon interface Archicad pour placer mon mur. Donc, une fois que le clic est fait, je lui donne la longueur parce que au niveau de l'inspecteur, vous voyez ça a mis distance. Je mets la valeur que je veux. Si c'est un mur de 3 mètres, si c'est un mur de 4 mètres, je mets. Supposons que c'est un mur de 4 mètres que je veux. Je fais 400 parce que je suis 1 cm et je fais entrer pour valider. Vous voyez, la rachure de mon mur est identique à la structure du mur qui a été sélectionnée. Vous voyez, au niveau de la structure du mur, la rachure qui est là, c'est ça qui est là. Je vais afficher ça en 3D, on va voir. Je vais faire optimiser pour localiser le mur qui a été dessiné. Ça va faire un zoom sur le mur qui a été dessiné. Donc je fais optimiser. Voilà. Et là, avec la molette de ma souris, je peux déplacer le mur. Ou alors, je clique sur Orbit pour tourner. Donc voilà le mur en terre cuite qui a été placé. Ok. Donc maintenant, à partir de ce seul mur qui a été tracé par exemple, je peux décider de continuer le reste du mur. Bon, ça c'est lorsque je décide d'utiliser juste l'option de géométrie droit, un mur simple.
Donc là, un mur simple. Là encore, je positionne un autre mur, peut-être 3 mètres. Je valide, c'est encore un mur simple. Et là, je me rends compte que les deux murs, il n'y a pas d'intersection entre les deux murs. Pourquoi? Parce que la ligne de référence est au centre. Et donc, tant que les deux lignes de référence ne se touchent pas, il n'y aura pas d'intersection. Donc, il suffit que je clique sur le point gris là. La ligne de référence est en bleu lorsque l'élément est sélectionné. Donc, je fais un clic gauche sur ce point et j'étire jusqu'au niveau de la ligne de référence de l'autre mur. Et là, ça va faire l'intersection. Ou bien, je sélectionne les deux murs. Je balaye comme ça pour sélectionner les deux murs. Et je viens cliquer sur intersection. Et là, ça va faire l'intersection des deux murs. Voilà. Ensuite, ça c'est parce que la ligne de référence est au centre. Supposons par contre que je trace un mur en choisissant par exemple face extérieure ou bien face intérieure comme ligne de référence. Je trace mon premier mur. Vous voyez, c'est différent. Ça ne se positionne plus au centre. Voilà. Je mets face intérieure ou face extérieure par exemple. Donc, la face intérieure ou la face extérieure n'a pas vraiment de l'importance parce que suivant le sens de construction, la face intérieure peut devenir après la face extérieure peut devenir intérieure, vice versa. Ouais. Donc si je choisis de construire vers la droite, la face extérieure se trouve vers le bas. Et si je décide de construire vers la gauche, la face extérieure se trouve vers le haut. Voilà. Donc, je positionne mon premier mur au hasard, peu importe la distance par hasard. Et qu'est-ce que je fais? Vu que je sélectionne pour que vous puissiez voir, la ligne de référence se trouve vers le bas ici. Donc, si je décide de tracer le deuxième mur, vu que les deux lignes de référence se touchent, les deux vont s'intersecter automatiquement. S'il n'y a pas un problème de réglage. Voilà. Donc, voilà comment fonctionnent les lignes de référence. Et ce qui est sûr, même si les deux ne s'intersectaient pas, supposons que je décale un mur par exemple, il n'y a pas d'intersection entre les deux, je sélectionne les deux et je fais intersecter au niveau de la barre d'options. Je clique dessus et j'ai intersection. Voilà. Donc, et je peux continuer le mur comme ça. Ou bien pour gagner de temps, au lieu d'utiliser l'option de construction simple, moi je vais choisir l'option de construction chaînée. Je choisis chaînée. Et là, j'ai plusieurs autres options. C'est-à-dire que quand je commence par construire mon mur, ça ne s'arrête pas tant que je ne décide pas de m'arrêter. Donc peut-être que le premier, je mets 3 mètres 13. Oui, ça ne s'arrête pas, ça continue. Je fais ce que je veux. Et je vais finir la page en suivant la ligne de guide. Je vais finir la page. Je fais un clic droit, je fais OK. Là, je vois que la jonction ici n'est pas parfaite. Je sélectionne les deux et je fais intersection. OK. Voilà comment construire avec un mur chaîné. Et c'est pas fini. Si je veux, je peux aussi décider de lui donner un angle. Supposons que c'est un angle de 60 degrés que je vais appliquer. Sachant que l'angle se fera par rapport à ces deux axes. L'axe horizontal qui est ici et l'axe vertical qui est là. Donc, l'angle positif est là. Et là, j'applique, pour appliquer une valeur, j'appuie sur tabulation. Et je continue d'appuyer pour switcher entre plusieurs options. Ouais, là, ce qui m'intéresse, c'est angle. J'applique 60 degrés, je vais écrire 60 et je valide. Voilà. Et comme c'est option chaînée que j'ai choisi, je peux continuer à tracer encore le mur. Et quand je finis, par exemple, supposons que je vais m'arrêter ici.
je fais double clic là pour m'arrêter ou bien je fais un clic droit et je fais OK. Voilà. Ça, c'est la ligne, le mur chaîné ça. Je peux aussi décider, toujours dans l'option droit, de mur droit, je peux décider d'utiliser option rectangulaire. Je clique dessus et maintenant pour le positionner, je fais un clic gauche et je trace mon mur. Comme c'est rectangulaire, il faut définir les deux valeurs, longueur et largeur. Longueur et largeur. Donc, je définis par exemple premièrement la première dimension, sachant que la première dimension ici est horizontale et la deuxième dimension est verticale. Donc, je peux dire par exemple, j'applique 500 et pour la dimension verticale, j'appuie sur tabulation pour basculer sur deuxième dimension, comme ça, et je lui donne la valeur, je dis peut-être 3 mètres. Là, j'ai mon rectangle. Si c'est un carré, ça veut dire ce qu'il faut faire. Les deux dimensions doivent être les mêmes. Voilà. Maintenant, supposons cette fois-ci que je veux placer un mur avec rectangle orienté. Je définis d'abord la première dimension de mon rectangle. Supposons que je mets peut-être 4 mètres et je valide. Et maintenant, je peux tracer la deuxième ligne. Peut-être 2 mètres. Mais il y a un élément très important qu'il ne faut pas négliger. Quand on utilise l'outil mur, en fonction de la ligne de référence, les dimensions changent. Exemple, supposons que je veux tracer un mur. Je vais choisir un mur chaîné pour faciliter la tâche. Ou bien peut-être rectangulaire. Voilà, rectangulaire. J'ai décidé d'utiliser la ligne de référence au centre. Ce qui veut dire que si je dis je veux un mur de 4 mètres, il faut que je précise 4 mètres de quel côté. Est-ce que c'est de l'as en as? Est-ce que c'est de la face extérieure ou à l'intérieur? Donc si c'est as en as que je veux 4 mètres, ça veut dire que voilà déjà ma ligne de référence qui apparaît en très fort. Là, ça veut dire que les mesures que je vais appliquer seront les mesures as en as. Voilà. Ça veut dire que si je veux un mur de dimension intérieure 3 mètres sur 4, soit je me mets directement sur face intérieure, comme ça, pour que les dimensions que j'applique soient réellement la face intérieure. Ou bien si c'est face extérieure que je veux tracer, je me mets sur ligne de référence extérieure. Mais pour quelqu'un qui veut utiliser par exemple la méthode de construction simple ou bien chaînée, la face intérieure ou extérieure n'a plus réellement d'importance. Mais quand il s'agit de rectangle ou rectangle orienté, ça a vraiment son importance. Là, avec cette option, c'est que j'ai la face extérieure. La ligne de référence se trouve à l'extérieur. Donc, les dimensions que je vais appliquer sont les dimensions extérieures. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant, pour un mur existant, je peux décider de le déformer par exemple. Donc, je prends ce mur là par exemple. Il suffit de faire un clic gauche sur la ligne de référence et je décide de ce que je vais faire. Soit je crée un nœud ou bien je crée une courbe ou bien je crée une courbe aussi, mais en traçant une tangente imaginaire à la courbe qu'on veut tracer. Donc si c'est un nœud par exemple, j'applique un nœud quelque part là par exemple. Ça divise mon mur en 2 parties. Et là, je peux personnaliser chaque partie. Si c'est cette partie-là seulement que j'ai envie de courber, je pourrais juste courber maintenant, juste cette partie, parce que j'ai créé un nœud pour diviser le mur. Maintenant, si cette partie, c'est une courbe avec tangente, là,
je pourrais appliquer la tangente que je veux. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, un mur qui est déjà courbé, je peux décider de l'étirer pour en faire carrément un cercle. Ou alors, je choisis mon autre mur et je passe directement sur l'option de géométrie cercle. Et dans l'option de géométrie cercle, j'ai la construction par centre. C'est-à-dire que si je choisis le premier, c'est que je pars d'un centre pour tracer le mur. Ou bien, je pars d'un triangle inscrit dans le cercle. C'est-à-dire un triangle qui est inscrit dans un cercle. Ou bien je pars d'un 3 points. Au hasard. Voilà. Donc, je vais faire la première option qui est construction par centre. Là, je fais mon premier point, je clique dessus, clic gauche. Et là, je définis le rayon de mon cercle. Et là aussi, c'est important de savoir comment fonctionnent les lignes de référence. Voilà. Je suppose que la ligne de référence, bon, déjà c'est extérieur. Donc ça ne me gêne pas. J'applique peut-être 4 mètres de rayon. Et je fais valider. Pour que le cercle soit placé en même temps, si je veux que ça soit un cercle complet, j'applique encore une deuxième fois sur entrée, la touche entrée. Maintenant, si en plaçant ça, je ne voulais pas faire un cercle complet, peut-être je mets 4 mètres là. Au lieu de cliquer une deuxième fois sur entrée, je décide de faire le cercle moi-même pour m'arrêter là où je veux. Voilà. Voilà comment fonctionne la construction par centre. Maintenant, deuxième type de géométrie, je choisis par exemple par triangle inscriptif dans un cercle. Donc, je fais mon premier point qui est là et je trace le triangle. Donc, je trace mon premier segment de triangle en lui définissant un angle. Peut-être moi je vais rester sur les 45 degrés. Et je mets par exemple je mets un segment de 3 mètres ici. Et je définis mon deuxième segment. Une fois que je définis mes deux segments, le tout est joué. Le deuxième segment, je lui définis aussi un angle ou bien je fais n'importe quoi. Je m'arrête là, peut-être je dis 2 mètres. 2 mètres. Voilà, à partir de ces deux segments, je trace mon cercle. Ouais, je définis ce que je vais faire. Soit je trace le petit axe, ou bien je trace le grand axe. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, bon, voilà, donc je trace mon premier point. Je mets 3 mètres. Et je trace maintenant le deuxième segment. Vous savez qu'un triangle est formé à partir de 2 segments. Et le troisième segment se forme automatiquement. Donc, là, j'ai mon... je mets peut-être 2 mètres ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je trace mon cercle. Et je fais un dernier clic pour m'arrêter. Voilà. Maintenant, troisième option de cercle, c'est cercle par 3 points. Donc j'ai premier point, deuxième point, troisième point, et puis le cercle se ferme automatiquement. Supposons que je prends un carré, par exemple, je trace un carré, par exemple. Un carré, par exemple. 5. Parce que ça, c'est de l'importance. Et je décide de tracer un cercle avec ce carré. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre
3 points là, construction par 3 points. Et je clique sur un point là, un point là, un point là par exemple. Ouais. Voilà. Et là, ça me demande vers quel côté je vais positionner mon mur. Bon. Moi, je vais laisser ça à l'intérieur de mon carré. Ok. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Pour l'option de construction basique, comme j'avais dit tout à l'heure, ça c'est l'option de construction basique. Je peux décider de faire un mur droit, un mur trapézoïdal ou bien un mur polygonal. Donc, c'est pourquoi ça me donne la main pour faire toutes ces options. Sinon, ça allait mettre en gris certains éléments parce que je ne pourrais pas les utiliser. Mais comme je suis en train d'utiliser un mur basique, j'ai la possibilité d'utiliser toutes les options de géométrie qui sont ici. Donc maintenant, moi je vais choisir l'option trapézoïdale par exemple. Pour l'option trapézoïdale, une fois que je clique dessus, vous voyez au niveau de la zone d'information sur l'épaisseur du mur, je peux définir les deux côtés de mon mur, l'épaisseur des deux côtés de mon mur. Je peux encore retrouver les mêmes options au niveau de la boîte, la palette d'informations. C'est-à-dire la boîte de dialogue au niveau de mon mur ici. Là, une fois que j'ai déjà choisi l'option de construction trapézoïdale, j'ai le choix entre les deux dimensions. Je peux choisir l'épaisseur en fait, le début et la fin. Donc, pour commencer, je vais laisser ça sur 15-15 pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je vais tracer mon mur là de 2 mètres par exemple. Vu que j'ai mis, je suis sur l'option de construction trapézoïdale, mais vu que j'ai mis les mêmes dimensions pour les deux extrémités, je ne sens pas la différence entre un mur basique et un mur trapézoïdal. Pardon, un mur simple et un mur trapézoïdal. Donc, je clique dessus comme ça pour le sélectionner. Et au niveau de la zone d'information, je peux changer les épaisseurs. Là, donc, je décide de mettre ici peut-être 50 cm. Je valide. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un mur trapézoïdal. Je peux faire un clic droit sur mon mur et l'afficher en 3D. Juste lui seul parce que j'ai beaucoup d'autres éléments dans mon interface. Donc, je fais afficher sélection en 3D. Et là, je fais optimiser pour que ça fasse un zoom dessus. Voilà. Et je tourne le bit pour voir. Voici mon mur trapézoïdal. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne le mur trapézoïdal. Mais bon, je peux aussi toujours déformer le mur. Je peux le déformer en créant des nœuds par ici et par là. Voilà. Je peux les tirer. Ces options sont disponibles pour tous les murs. Voilà. Ok. Maintenant, j'ai choisi la dernière option. Construction polygonale. Là, je dessine un polygone comme ça au hasard et puis j'ai mon mur qui est créé comme ça. Voilà. Ça, c'est option polygonale en fonction de vos besoins, quoi. Donc, voilà les options de construction d'un mur à structure basique. Un mur à structure basique, donc vous pouvez vous amuser à déformer les murs. Un mur qui est circulaire, je peux cliquer sur la ligne de référence comme ça et je choisis d'ajouter un nœud. En ajoutant un nœud, ça devient un mur droit. Donc vous pouvez vous amuser avec ces options.
Ça, là, par exemple, je peux décider d'étirer le rayon pour augmenter le rayon. Pour un mur rectangulaire, je peux décider de prendre deux côtés comme ça et les étirer. Ou bien je fais décaler toutes les arrêts des deux murs. Ou alors je prends l'ensemble et je décale toutes les arrêts. Comme ça. Mais il ne faut surtout pas oublier que les informations que j'ai au niveau de la palette contextuelle diffèrent de l'endroit où j'ai cliqué. Par exemple, je prends pour que mon explication soit plus claire, je vais prendre ce mur là, par exemple, je sélectionne ce mur là, et maintenant qu'est-ce que je fais? Si je clique pas, je fais un clic gauche sur l'interface du mur comme ça, là où je sais que la ligne de référence n'est pas, là où la ligne de référence n'est pas, la ligne de référence est toujours en bleu. Enfin, dans une configuration par défaut d'Archipel, la ligne de référence est en bleu, à moins que les lignes de référence, leurs couleurs ont été modifiées dans le réglage de l'environnement de travail. Donc, si je fais un clic gauche sur l'interface là comme ça, j'ai 5 informations au niveau de la palette contextuelle. J'ai translation, qui est le premier, vous pouvez mettre le curseur sur chaque information pour lire. J'ai la translation, j'ai la rotation, j'ai symétrie, j'ai déplacement vertical et ensuite j'ai option de duplication. Bon, pour l'option de duplication, je vous ferai une vidéo spécialement dessus après. Je préfère pas aborder ça maintenant parce que c'est un peu plus complexe. C'est pas compliqué, mais c'est juste que il faut beaucoup de paramètres à comprendre. Comme ça fera l'objet d'une vidéo à part. Voilà, donc si par exemple je décide d'utiliser translation, une fois que je vais dire que je peux déplacer mon mur n'importe où dans mon interface. Et lorsque je sais là où je vais, je peux faire, il suffit de cliquer encore une deuxième fois pour poser mon mur. Ou bien j'appuie sur Shift, je maintiens la touche Shift pour garder le déplacement verticalement. Ouais, parce que là, il y a une ligne de référence qui se trace automatiquement en bleu là. Voilà. Soit je mets mon curseur sur la ligne pour pouvoir poser mon mur avec un angle de 90 degrés. Ou bien, si je veux changer l'angle moi-même, le truc est penché comme ça. Au lieu d'appuyer la touche Shift, j'appuie tabulation pour basculer sur côté angle et j'applique la valeur de l'angle qu'il faut pour que mon mur soit posé. Ou alors, j'appuie sur Shift et je garde ça droit. Je veux que ça soit droit. Voilà. Ensuite, si c'est rotation, je clique sur rotation tout simplement. Et je pourrais appliquer une rotation sur mon mur pour le déplacer. Maintenant, si je connais la valeur de l'angle que je vais utiliser pour ma rotation, j'appuie Shift j'appuie tabulation jusqu'à tomber sur l'angle. Actuellement, l'angle est à moins 114, quelque chose. J'appuie tabulation, ça me donne la main pour changer la valeur de l'angle avant d'appliquer à mon mur. Ou bien si c'est symétrique que je veux faire, la symétrie se fait par rapport à un as ou par rapport à un point. Voilà. Si je veux faire la symétrie par rapport à ce point là, ce qui est sûr, j'ai cliqué sur un point, mais en fin de compte, je dois tracer une ligne imaginaire. Donc ça veut dire que la symétrie se fait par rapport à un as. Donc ça veut dire que je clique sur ce point là par exemple et je fais une symétrie suivant un angle de 45 degrés ou alors une symétrie suivant un angle de 90 degrés. Voyez le mouvement. Ou bien un angle intermédiaire, c'est pas que je choisis. Et là, le mur va se déplacer pour venir là où j'ai positionné. Ensuite, il n'y a quelle option encore? Voilà. Ensuite, en dehors de symétrie, il y a le déplacement vertical aussi. Donc, pour déplacement vertical, il y a deux choses à savoir. Par exemple, déjà, j'ai fait le truc en 3D pour que vous puissiez voir. Maintenant, comme ça, quand je vais appliquer le changement, vous allez pouvoir comprendre. Là, je clique sur le mur, là, par exemple, comme ça, et je choisis déplacement vertical.
J'ai deux options. Soit je donne la valeur, la hauteur de mon déplacement, ou alors je définis l'étage où je veux que mon mur se positionne. Je définis ça moi-même. On va faire les deux cas pour que vous puissiez comprendre. Donc, je choisis par exemple je veux déplacer ce mur-là de 50 cm. De 50 cm. Mon mur est toujours en plan. Parce que c'est juste 50 cm que j'ai fait comme déplacement. Mais allons-y voir. Allons-y voir ça en 3D. Oui. J'ai fait un déplacement vertical de 50 cm. Maintenant, imaginons que au lieu de faire un déplacement vertical de 50 cm, je décide de définir l'étage d'implantation par altitude. C'est-à-dire que la valeur que je vais mettre ici, ASECAD va identifier si cette valeur-là, enfin, elle va identifier à quel étage se situe cette valeur d'altitude. Voilà. Donc, pour que vous puissiez comprendre, je reviens encore au niveau d'étage. Et actuellement, la hauteur de mon niveau rez-de-chaussée où je me trouve est 3 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais le dire, par exemple, je vais faire déplacement vertical en définissant l'altitude à 4 mètres. Ce qui veut dire que normalement, ce n'est plus le rez-de-chaussée. Parce que 4 mètres, je suis déjà au-dessus du rez-de-chaussée. Donc, le mur va se loger automatiquement à l'étage. Peut-être même que je prendrai 3 mètres. Peut-être 3 mètres d'abord. Je valide. Le mur a quitté le rez-de-chaussée pour aller à l'étage. Donc, je vais afficher. Ouais. Mon mur se trouve maintenant à l'étage avec un débordement de 50 cm vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été défini dans le mur dès le départ. Donc, je vais mettre ça à 0. Comme ça. Voilà. Maintenant, autre chose. La liaison à l'étage, ce que je ne voulais pas faire avant, mais je crois que maintenant je vais le faire pour que vous puissiez comprendre. Les murs du bas, par exemple, je vais lier leur étage. Je vais le lier au premier étage, je mets 0 ici. Comme ça, le mur va se lier directement à la hauteur finie de mon niveau rez-de-chaussée. Donc, comme mon niveau fini de rez-de-chaussée, c'est à 3 mètres, je vais appliquer ça. Oui. Ça s'ajuste automatiquement. Ce qui veut dire que si après je change la hauteur de mon étage, le mur aussi va s'adapter automatiquement. Voilà comment fonctionne le déplacement vertical. Je vais le ramener, je clique comme ça. Étage d'implantation, je vais utiliser la technique d'étage d'implantation. C'est là, je peux cliquer ici et je dis je veux que ça se retrouve au rez-de-chaussée. Voilà, mon mur revient au rez-de-chaussée. Directement. Maintenant, je vais appliquer le même réglage que j'ai pour les murs existants à celui-ci. Donc, je prends l'outil pipette par exemple, comme ça ici, qui permet de prendre les paramètres. Il me suffit seulement d'appuyer sur Shift et sur Alt pour prendre les paramètres du mur qui est ici par exemple. Et j'appuie sur le premier Alt là, c'est Alt de gauche ça. Maintenant, j'appuie maintenant sur Alt de droite sur mon clavier, appui long, et je fais un clic gauche pour appliquer maintenant les paramètres de l'autre. Ok, donc mon mur se retrouve maintenant au rez-de-chaussée. Voilà, donc on continue. Tout à l'heure, j'ai cliqué sur l'interface comme ça, là où il n'y a pas la ligne de référence, et j'ai les 5 options qui sont là. J'ai dit option de duplication, je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, si je choisissais de cliquer aussi sur la ligne périphérique de mon mur comme ça, en plus des 5 options que j'avais, 2 autres options qui apparaissent. Ces 2 options permettent de transformer un mur droit en un mur trapézoïdal. Comment ça fonctionne? Je clique sur la lettre là par exemple comme ça. Comme ça. Je peux aussi cliquer sur l'autre. Ça va venir. Seulement qu'en plus de ça, il y a d'autres encore. Mais je vais pas à pas. Je clique ici. Et je choisis par exemple la première option. Modifier côté extrême et externe de mon mur trapézoïdal. Ok, donc je dis d'accord, je clique dessus. Et maintenant, pour modifier ça, je ne peux plus cliquer sur le mur. Je vais cliquer quelque part au hasard dans mon interface là pour définir maintenant l'angle. Pour définir l'angle. Je fais un truc comme ça à peu près. Voilà.
Voilà comment mon mur devient un mur trapézoïdal. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je clique toujours sur mon arête là et je choisis de compléter un nœud à mon mur trapézoïdal. C'est-à-dire qu'en complétant le nœud, le mur devient trapézoïdal en même temps. Je clique dessus et je choisis là où je vais mettre le nœud. Je dis bon, je vais mettre le nœud quelque part ici. Voilà. Automatiquement, ce mur là devient trapézoïdal. Ne vous trompez pas, celui-ci n'est pas un mur trapézoïdal. C'est parce que les lignes de référence se touchent. Donc, comme il doit avoir intersection, ça va transformer automatiquement celui-ci. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais corriger. Ok. Donc, voilà comment ça fonctionne. Là, voilà. Finalement, j'ai un mur trapézoïdal et je peux appliquer les réglages d'un mur trapézoïdal. Vous allez voir que, en même temps, vu que c'est un mur trapézoïdal, les informations sur le mur trapézoïdal apparaissent ici. J'ai un côté qui fait 20 et l'autre côté, c'est-à-dire la petite base fait 20 et la grande base fait 104,68. Pour ceux qui ne comprennent pas, la petite base en réalité c'est ici qui fait les 20 et la grande base se trouve ici. Maintenant, ça c'est parce que j'ai choisi d'utiliser. Bon, là je vais prendre le paramètre de celui-ci. Je vais donner ça. Voilà. Ok. Maintenant, cette fois-ci, je vais cliquer sur la ligne de référence. Et là, en plus des 7 options qu'on vient de voir, il y a 3 options qui s'ajoutent. Et ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je peux créer des nœuds qui permettent de diviser le mur en plusieurs options. Je peux diviser mon mur en plusieurs options et modifier chaque portion séparément. Je suis toujours sur l'option mur trapézoïdal. Il faut que je change ça d'abord. Je ramène ça sur mes... Voilà. Maintenant, je peux modifier chaque option. Là, ouais, je peux modifier celui-ci. Ouais. Voilà comment je peux modifier facilement mes choses. Je reviens en arrière. Voilà. Maintenant, je clique encore une autre fois. Cette fois-ci, je ramène ça sur droit. Maintenant, je peux courber directement celui-là, comme ça, pour le rendre circulaire. Ou bien, j'utilise une tangente. Ça, on l'avait déjà vu. Voilà. Maintenant, si je choisis 2 éléments comme ceci, il y a d'autres options qui apparaissent encore. 2 autres options qui viennent de s'ajouter. Quand je choisis au moins 2 éléments, ça c'est au moins 2. Je vais me prendre 2 pour que tu bien voir. Voilà, je vais prendre 2. À partir de 2 éléments, il y a 2 options qui s'ajoutent. J'ai décalé l'arête, c'est-à-dire que je peux décaler une seule arête comme ça. Ou bien, je décale les 2 arêtes là en même temps. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, c'est pas fini. Je prends l'ensemble des 4 murs là par exemple et je décide de leur appliquer un angle. Bon, je vais passer en 3D pour que vous puissiez voir l'impact de ce que je vais faire. Je sélectionne les 4 murs là comme ça et je vais au niveau de réglage et j'applique par exemple l'angle sur un seul côté par exemple 30 degrés, juste comme ça. Vous voyez, j'obtiens un tronc de pyramide. Ça c'est un tronc de pyramide ça. Supposons que j'appuie ça sur les 2 côtés. Bon. Je fais 70, 70. Ouais, l'effet là, ça se voit en bas. Ça se voit en bas. Ouais. Je vais augmenter ça pour que ça soit bien lisible. Ce côté là, par exemple, peut-être je vais diminuer celui-ci, je mets ça à 50. Comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Je plante ça comme ça. D'abord, je change la ligne de référence. Je bascule comme ça là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets ça sur un seul angle et je mets peut-être 50. Voilà.
déplace un peu celui-ci. Ok. Donc, j'ai maintenant un entonnoir. Et un entonnoir. Vous voyez comment les choses changent en fonction de la ligne de référence. Si je ramène la ligne de référence à sa place, et j'ai ça. Pour les murs circulaires aussi, c'est la même chose. Pour les murs circulaires aussi, c'est la même chose. Si je prends ce mur circulaire là maintenant et je décale l'angle, je lui donne un angle de 60 degrés par exemple, ça va devenir, ça donne un tronc de cône. Oui, ça c'est un tronc de cône. Et si je complète la hauteur, parce que faut savoir que quand je suis en 3D, la palette contextuelle me donne encore d'autres informations, d'autres techniques qui me permettent de modifier mon élément. Donc, par exemple, si je clique sur ce nœud-là, par exemple, je fais un clic gauche dessus, je peux étirer en modifiant l'angle, ou bien j'étire la hauteur oblique en suivant l'angle, ou alors j'étire juste ma hauteur. Comme ça. Voilà. Maintenant, je peux aussi décider d'utiliser la deuxième option qui me permet de tirer la hauteur oblique. Et là, j'obtiens un cône. Maintenant, si c'est la troisième option que je vais utiliser, troisième option qui me permet de modifier l'angle, je peux décider si je ferme ça ou bien si j'ouvre ça. Donc, je vais l'ouvrir légèrement encore un peu, ou alors je fais une sorte d'entonnoir comme ça. La même chose, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc voilà comment les outils là fonctionnent. Maintenant, je continue avec ce mur rectangulaire. Pour ce mur rectangulaire, je peux décider de créer soit des chanfreins ou bien créer une sorte de raccordement ici. Comme je peux faire ça pour tous les côtés. Donc si je veux appliquer ça à tous les côtés simultanément, parce que pour appliquer ce genre de réglage, il faut avoir au moins deux murs sélectionnés qui s'intersectent comme ça. Voilà, donc moi je vais prendre par exemple les 4 là, donc bien peut-être que je vais faire d'abord les 2 là. Je clique sur congé ou bien chanfrein, je clique dessus comme ça. Et ensuite, je mets mes attention. Pour que je puisse obtenir un résultat, il faut que le rayon ne dépasse pas la plus petite longueur des deux éléments qui ont été sélectionnés. Si le rayon dépasse la plus petite longueur des deux éléments, vous n'aurez aucun résultat. Donc, vérifions par exemple la longueur du plus petit côté, par exemple. Le plus petit côté ici, suivant la ligne de référence, c'est la ligne de référence parce que le travail se fera par rapport à la ligne de référence. Donc, je mesure vers 449. Ok. Ce qui veut dire que si j'applique mon congé là, si j'applique ça et que je mets 450, je n'ai aucun résultat. Par contre, si je mets une valeur inférieure ou égale à la longueur du plus petit côté, une valeur inférieure ou égale à la longueur du plus petit côté, c'est-à-dire 440 par exemple, ou bien j'utilise les 449 comme ça et j'applique. Oui, j'ai un résultat. Je peux prendre celui-ci aussi et faire pareil. Voilà. Oui. Ou bien je prends le tout en une seule fois comme ça et j'applique ça. J'applique ça tout simplement. Ouais. Et j'ai le résultat en une seule fois. C'est pas fini. Maintenant, si c'est un chanfrein que je veux faire, revenons à la notice. Si c'est un chanfrein que je veux faire, je vais appliquer ça simultanément à eux tous. Parce que chanfrein aussi c'est pareil. Soit je prends ça 2 à 2 comme ça, ou bien je prends tout en même temps et j'applique ça en une seule fois. Voilà, donc là je clique dessus et je choisis chanfrein. Et je définis la valeur de chanfrein. C'est pareil que l'autre aussi. Ça ne doit pas dépasser
la longueur du plus petit côté. Donc, je mets 49 là. Voilà ce que j'obtiens. Ou bien, je fais plus petit, je mets peut-être 1 mètre. Donc, 100. Et j'applique. Et j'ai ça. Voilà. Maintenant, si c'était un carré, si tout ce que je faisais c'était avec un carré, supposons que c'est un carré, par exemple, je mets 3 sur 3 et je valide. Si j'applique un chanfrein à cela, j'applique un chanfrein de, eh bien, j'ai combien ici? Bon, j'ai dit que j'ai 3 mètres. Ok. J'applique un chanfrein de 1 mètre, par exemple, donc j'aurai un, c'est pas un 2. Donc, j'applique un chanfrein de 1 mètre, par exemple. Et puis, j'ai enlevé 1 mètre, c'est pas un 2, ça me reste 1 mètre. Ok. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, si je décidais, par exemple, d'appliquer un chanfrein qui sera en même temps la moitié de mon segment, vous allez voir, je mets un segment. Un segment, je mets combien? Ah, ok, j'ai mis pour le chanfrein un segment. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Parce que j'ai déjà une partie qui a pris déjà le contrôle. Donc, les autres parties, je n'ai plus le recul nécessaire pour pouvoir les tracer. Voilà le problème que ça fait. Il faut choisir toujours une valeur raisonnable. Donc, celui-ci, pour bien faire mon travail, moi, je mettrais, même si je mettais un 20, ça passe. Ouais. Ok. Donc, maintenant, si au lieu de chanfrein, j'appliquais directement congé comme ça, mais moi, je vais appliquer congé avec la valeur de 150 là directement. C'est différent de l'autre. Ouais, ce que j'obtiens. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien, je mets un 40 par exemple. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, vous comprenez maintenant comment il faut choisir la valeur qu'il faut mettre. Ok. Donc, voilà comment je peux étirer rapidement mes choses et déformer même un élément existant. C'est comme ça que fonctionne l'outil mur. À partir de l'outil mur, je peux créer beaucoup de choses, même les objets. Ok. Donc, quoi encore? Ok. Maintenant, supposons, je supprime le champagne. Je peux prendre les deux là comme ça et faire intersection pour avoir l'angle droit. Ou bien, je prends celui-ci et je choisis par exemple ajuster. Ou bien je choisis de couper un clic gauche sur le nœud là comme ça et je tisse à moi-même. Ou bien, je clique sur ajuster et je dis je vais l'ajuster par rapport à l'as qui est ici par exemple. Donc je clique sur le point qui est ici et je crée une ligne imaginaire. Voilà. Et le mur vient à ce niveau. Je prends celui-ci aussi. Là, je prends le nœud comme ça et je l'étire. Ou bien, je dis encore ajuster et je fais comme ça. Et les deux s'ajustent. Ok. Là, ça fait 1. Maintenant, je peux décider de couper mon mur. Ce mur-là, je peux décider de le couper. Donc, je choisis celui-ci par exemple, diviser. Et je divise mon mur quelque part là, comme ça. Et une fois que c'est divisé, ça me demande quel côté je vais conserver après avoir divisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je vais finir de diviser, quel côté ça va me mettre en surbrillance, quel côté ça va sélectionner automatiquement. Je dis, bon, je veux sélectionner le mur de gauche, et pardon, de droite. Donc si je sélectionne le mur qui est à droite, ça veut dire que ça va désélectionner le mur qui est à gauche après avoir divisé. Donc je fais comme ça. J'ai le résultat. Encore, ensuite, je peux décider de tailler par exemple un mur. Le mur qui est ici, par exemple, si je clique pour tailler dessus, ça va supprimer ce mur automatiquement. Parce que ce mur touche un autre mur, par exemple. Donc, je peux le couper. Je peux décider de le tailler comme ça s'en va.
Or, si le mur était seul, pardon, si le mur était seul, je ne peux pas le tailler. Parce qu'il faut le tailler par rapport à quoi? Je ne peux pas. Ouais. Mais par contre, quand le met ensemble comme ça, et que ça se connecte avec un autre, je peux le tailler. Voilà. Maintenant, c'est pas forcément avec un mur, ça peut être une ligne, ça peut être une poutre, une dalle, tout ça. Donc, je peux les tailler. Ok. Ou bien, si mon mur dépasse la limite que je veux, il me suffit seulement de prendre le ciseau et de le tailler. Donc, voilà comment je peux modifier rapidement mes murs. Et toutes les opérations que je viens d'effectuer marchent aussi bien pour les murs basiques que pour les murs composés. En dehors de ça, pour les murs basiques, que ce soit mur basique ou bien mur composite, les deux, on peut faire ce qu'on appelle, on peut appliquer des rondins. On peut appliquer des rondins à notre mur. Donc moi, je vais prendre par exemple le mur basique là. Et je viens au niveau de réglage. Par exemple, je prends d'abord l'épaisseur de mon mur 20 cm. Et je viens au niveau de réglage ici, je choisis rondin. Et avant de le faire, moi je vais d'abord tracer le mur pour que vous puissiez voir réellement comment ça fonctionne. Donc, je sélectionne mon mur, puis j'affiche en 3D. Maintenant, à ce mur, je vais appliquer des modifications. Donc, je vais ajouter des rondins. Donc, je le sélectionne mon mur et j'affiche la boîte de dialogue pour pouvoir appliquer des modifications à mon mur. Et je fais un niveau de détail rondin. Je clique dessus et je clique sur utiliser mur en rondin. Mais là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce niveau parce que lorsque la valeur du rondin dépasse l'épaisseur du mur, les rondins se superposent, c'est-à-dire que l'un finalement se pose sur l'autre. Et ça crée, c'est comme si c'est un mur ajouré en fait. Donc, je vais faire le premier cas où la dimension, la hauteur de mon rondin ne sera pas supérieure à l'épaisseur de mon mur. Donc, je prends peut-être 20 cm. Donc, il y aura égalité entre l'épaisseur et, et la hauteur de mon rondin. Et j'applique pour voir. Voici ce que ça donne. Maintenant, supposons que cette fois-ci, bon, ce qui est intéressant, c'est que je peux choisir ça, c'est parce que c'est complètement arrondi. Mais ici, je peux décider de ne pas tout arrondir complètement. Donc, je choisis celui-ci et je valide. Voilà. Ouais. Il y a plusieurs options. Il suffit de s'amuser avec chaque option et choisir la meilleure option qu'on veut pour notre projet. Je choisis par exemple la première option, je valide et voilà. Je vais changer le matériau peut-être complètement blanc pour qu'on puisse bien voir. Okay. Maintenant, si je décide par exemple de mettre une valeur qui dépasse l'épaisseur de mon mur, c'est-à-dire peut-être 25 ou 30. Et que maintenant, je choisis ce type de rondin deux côtés. Parce que là-bas, c'est parce que c'est un côté. Je choisis deux côtés. On va tout transformer. Oui. Voilà. Maintenant, pour n'importe quel type de mur que je trace, je peux changer les couleurs comme je veux. Et pour changer les couleurs, c'est au niveau de surface. Donc, c'est écrit remplacer surface. Et les couleurs, les parties que je veux changer, je clique dessus, je sélectionne chaque couleur que je veux. Maintenant, si je veux que les couleurs soient uniformes, je choisis une première couleur et ensuite je vais appliquer lier surface et puis ça va s'appliquer automatiquement à toutes les surfaces de mon mur. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour les murs simples.
Maintenant, je choisis deuxième option. Cette fois-ci, on va choisir un mur composite. Pour le mur composite, les options comme construction polygonale ne fonctionnent pas, mais l'option 3 et trapézoïdale fonctionne. Voilà, donc je choisis le mur composite et avant d'aller tracer mon mur, je peux choisir le type de mur composite que je vais utiliser. Donc, dans chaque cas, par défaut, il y a déjà plusieurs murs composites qui existent. Je peux cliquer dessus pour faire mon choix. Ouais, je peux cliquer dessus pour faire mon choix. Je vais choisir un mur qui est composé de briques en terre cuite plus isolation périphérique. Bon, c'est écrit comme ça, mais il y a aussi le revêtement qui est dedans en même temps. Mais bon, c'est vrai que c'est pas écrit ici. Voilà, donc je clique dessus. Il faut savoir aussi que ces compositions, je peux aussi les faire moi, mais je peux créer mon mur composite. Bon, si cela vous intéresse, mettez-moi ça dans les commentaires, je ferai une vidéo dessus. Voilà, donc maintenant, j'ai choisi mon mur composite déjà. Pour commencer, je vais prendre l'outil de construction simple. Et au niveau de la complexité du mur, je choisis un mur droit. Je valide et je viens tracer mon mur. Bon, il faut savoir que une fois que je choisis un mur composite, je ne peux plus définir son épaisseur parce que l'épaisseur est prédéfinie. Maintenant, si l'épaisseur que ça vous propose, parmi les murs composites qu'il y a ici, vous n'avez pas trouvé ce qui vous intéresse, vous pouvez créer pour vous et définir vos propres épaisseurs. Donc, je clique sur OK et je viens tracer mon mur composite. C'est pareil que les autres murs. Pour la méthode de construction, j'ai construction simple, chaînée, rectangulaire, rectangle orienté, circulaire et comme je l'ai dit, trapézoïdal, mais on ne peut pas utiliser l'option polygonale, ça ne fonctionne pas pour les murs composites. Voilà, donc pour un mur simple, une fois que j'ai défini la ligne de référence, vous allez constater que la ligne de référence a augmenté. Avant, je n'avais que 3, mais maintenant, il y a 3 autres qui se sont ajoutés à cause des différentes couches qui composent mon mur. Bon, je vais tracer le mur d'abord, vous allez voir. Trace un mur, peu importe la longueur. Voilà, vous allez voir, c'est composé de 2 couches essentielles, mais il y a 2 autres couches périphériques ici. En fait, ces couches-là sont des couches de revêtement. Or, quand j'avais choisi le mur, ça m'avait juste parlé de terre cuite plus isolation périphérique. Donc, j'ai la structure en terre cuite qui est ici et j'ai l'isolation qui est là. Plus maintenant les 2 couches de revêtement interne et externe. Voilà. Donc, si je veux, je peux décider de changer la ligne de référence. Je peux décider de mettre la ligne de référence, par exemple, au niveau du centre d'âme. Ouais. L'âme ici, la structure armée ici, c'est la partie terre cuite. Vous voyez, la partie terre cuite. La partie isolation n'est pas armée. Donc, la ligne de référence choisit de se positionner au centre de la partie armée. Maintenant, je peux décider aussi de choisir les serrures d'âme. Voilà, les serrures d'âme. Ça, c'est l'âme. Je peux aussi choisir l'intérieur d'âme. Ça se positionne là. Voilà, ainsi de suite. C'est très important de choisir tout ça parce que pour quelqu'un qui veut utiliser une construction chaînée ou rectangulaire, ça agit beaucoup. Maintenant, si par exemple, ce n'était pas cette zone-là que je vais définir comme ligne de référence et que c'était une erreur, il me suffit seulement de cliquer ici pour switcher entre plusieurs lignes de référence. Je clique dessus pour basculer entre la face
intérieur ou extérieur. Ouais. Voilà. Ok. Donc, je vais l'afficher en 3D pour voir. Bon, déjà, je supprime tout ce qu'il y a ici pour libérer un peu mon interface. Là, maintenant, je fais un clic droit et vais afficher tout. Et je fais optimiser. Voilà. Donc, voici le mur composite que j'ai tracé. Vous voyez, mon mur composé de la partie appelée âme, de l'isolation, d'une couche de revêtement ici et d'une couche de revêtement là. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je veux, au lieu d'utiliser les couleurs ou textures qui ont été utilisées dans ma composition, je peux remplacer les surfaces moi-même, par exemple. J'applique, vous voyez, je peux changer moi-même les surfaces. Et moi, je ne veux pas changer. Je laisse ça comme ça. Voilà. Donc, bon, c'est pareil, une construction chaînée, c'est la même chose. Une fois que votre ligne de référence est définie, le reste n'a plus d'importance. Voilà. C'est pareil aussi pour circulaire. Je peux décider la face extérieure ou intérieure. Voilà. Et j'applique. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pareil pour polygonal aussi. Pour polygonal, pardon, pour trapézoïdal, je dois définir les deux valeurs. Je vais mettre peut-être quelque part qui soit 1 mètre. Et je trace. Voilà. Et je positionne. Voici mon mur. Si je veux, je peux tracer encore un autre mur. Là, vous voyez, il y a une intersection automatiquement entre les deux parce que les lignes de référence se touchent. S'il n'y avait pas d'intersection, il me suffit seulement de sélectionner les deux murs comme ça et je fais intersection. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut savoir pour les deux options de mur là, c'est-à-dire mur basique et mur composite. Maintenant, on passe au profil complexe. Je clique sur profil complexe. Maintenant, il faut savoir que pour les profils complexes, il n'y a pas juste des murs qu'on peut prendre et tracer juste comme ça. Il faut associer un profil à ce mur. Donc, je clique sur là où c'est écrit personnaliser et je choisis le profil complexe que j'ai envie d'associer à mon mur. Voilà. Donc, parmi les profils qui existent, c'est catégorisé ici. Il y a côté, si c'est à côté que je veux faire. Il y a dans divers aussi, il y a corniche et tout ça. Et moi, je veux quoi par exemple? Je vais choisir au hasard. Je vais choisir d'utiliser cette corniche par exemple. Et je clique dessus. Je peux définir son épaisseur. Par exemple. Bon, je laisse ça suivre. Voilà. Maintenant pour l'inclinaison, je ne veux pas d'inclinaison, je mets 0. Bon, on fait 90. Et je fais OK. Voilà. Donc, mon mur a changé de profil. Donc, en coupe, je constate que c'est le profil que j'ai choisi. Je peux changer le profil, je peux décider de mettre par exemple fondation
Je choisis un profil de fondation et j'applique. Voilà. Maintenant, si au lieu d'appliquer de changement à un mur existant, moi-même je veux le tracer, c'est pas grave, je choisis un mur simple comme ça. Dans le réglage, j'ai choisi le type de mur enfin le profil que je cherche. Peut-être je vais dans le cadre corps. Bon, il n'y a pas un profil là pour le moment. Au niveau de murs, il y a plusieurs types de murs qui existent déjà que je peux prendre, mais moi-même je peux en créer. Je vais prendre ça là au hasard et je trace mon mur. Voilà. Je vais l'afficher en 3D. Et voilà ce que j'ai. Maintenant, si les profils que Ashika me propose, ça ne m'intéresse pas, moi-même je peux créer mes propres profils. Et pour les créer, je vais dans Options, Profil complexe, Gestionnaire de profil. Et il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et là, je fais Nouveau. Ce que je veux créer, par exemple, bon, peut-être que je veux que ça reste dans la catégorie mur. Donc, comme je veux que ça reste dans la catégorie mur, je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça. Bon. Et je valide. Voilà. Mon mur s'appelle blanc et banc. Et ça se retrouve dans la catégorie mur. Je vais passer peut-être ce qui est là. Et moi-même, je crée un motif. Bon, pour les 6, j'avais déjà créé un motif. Je vais copier seulement. Et je clique sur éditer. Et je colle. Par exemple. Maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est des rachures. Hein, c'est seulement des rachures. Des rachures. Des rachures. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux donner de couleur à chaque rachure ici. Bon, cette rachure là, par exemple, toutes les rachures qui sont ici, je vais décider de leur donner une couleur. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Au niveau de composants, je clique sur remplacer surface. Et je choisis la surface que je veux. Bon, moi, je veux que cette partie-là soit en bois. Je vais choisir, par exemple, celle de bois. Peut-être, oh, je laisse ça sur ça, pas grave. Ensuite, je choisis les rachures intermédiaires. Bon, peut-être même que ces rachures-là, déjà, je fais avec. Je sélectionne ces rachures. Ces rachures et je change aussi la couleur. Ah, ok. Je garde plastique laminé alors. Je garde ça. Qu'est-ce que je fais? Le dernier, celui-ci, je vais mettre cette partie-là en béton. Je peux remplacer sur en béton lisse. Donc, ok. Je garde ça aussi comme ça. Et je fais enregistrer. Maintenant, avant d'enregistrer, je vais décider, je vais l'utiliser avec quoi? Je vais utiliser avec mur, avec poteau, ainsi de suite. Bon, moi je dis je vais utiliser avec mur, puisque je suis en train de travailler avec mur actuellement. Je choisis mur. Et je fais enregistrer. Si je veux, je peux choisir plusieurs options, hein, mais moi je veux mur. Je fais enregistrer. Ok, oui, parce que j'ai effacé un motif. Ok, je fais effacer quand même. Et je mémorise le nouveau que je viens de créer. Maintenant, je fais un plan, je choisis l'outil mur. Je fais un clic encore. Et là, au niveau de profil, je vais choisir le profil que j'ai créé. Ça se retrouve dans le groupe mur. Et je clique dessus. Son nom, c'est pas.
et je valide. Maintenant, est-ce que je vais avoir des décalages? Non, de zéro. Va se positionner exactement au niveau rez-de-chaussée. Et je fais OK. Et je trace mon mur. Là aussi, il faut définir une ligne de référence. Bon, moi, je vais garder cette ligne de référence. Je trace un mur de 2 mètres par exemple. Voilà. Bon, je vais passer tout ça là pour pouvoir voir correctement ce que j'ai fait. Et je fais afficher tout en 3D. Je fais optimiser. Voilà. Voilà le profil que je viens de tracer. Vous voyez, c'est un banc. Je peux créer rapidement un décor là autour. Peut-être que c'est un espace vert. Environnement. Voilà. Peut-être que je vais agrandir ça. Ok. Ouais. C'est pas mal. Et je peux toujours modifier à tout moment. Je peux décider par exemple d'envoyer ça un peu plus bas que les autres. Je fais éditer par exemple. Et ça, je diminue à hauteur. Et 0,10. Je prends les autres aussi. Et je les coupe par rapport à ça. Pardon. Je n'ai pas enregistré. Je vais enregistrer. Je viens prendre et voilà. Ok. Maintenant, je peux décider que ce même mur là soit un mur circulaire. Un circulaire par centre par exemple. Et là, en fonction de la ligne de référence aussi, hein, je choisis n'importe quel côté. Par exemple, moi, je choisis n'importe quel côté, ce qui est sûr, pour modifier si ça ne me convient pas. Je définis un rayon externe de 2 mètres par exemple. Et je valide. Je l'affiche en 3D. Voilà. Je peux faire facilement un banc public comme ça. Ok. Maintenant, supposons que c'est pas ce mot. C'est pas comme ça que je le voulais. Il suffit seulement de changer la ligne de référence et ça changera aussi. Voilà, je clique sur la ligne de référence et ça me change ça. Moi, je préfère l'autre. Voilà. Je peux même décider de mettre un personnage. Enfin, pour montrer l'utilité, quoi. Personnage, je vais choisir une personne assise. Peut-être monsieur. Et je le positionne là. Je vais faire un plan. Et je change l'attitude. Et par exemple, c'est intéressant quand même, non? Je mets peut-être un arbre. Un arbre quelque part à l'intérieur.
Et bon, voilà comment vous pouvez utiliser Profil Compress. Vous pouvez créer des objets avec comme par exemple, ça là déjà c'est un banc. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux prendre par exemple, j'avais créé un profil là. Je prends ce profil là par exemple. Je fais nouveau. Ça, je vais l'appeler vert. Et je fais OK. Je vais coller ça. Je vais coller ça là. Coller ça. Je vais modifier ici. Et pour ça. Super important. Bon, je vais enregistrer. Et je viens là pour dessiner ça. Je choisis mieux. Bon, c'est clair. Et cette fois-ci, je choisis vert. D'accord. Donc, je prends mon petit menu et je fais et je vais la faire le seul pour voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, je renverse la ligne de référence. Et maintenant, je viens en plan pour diminuer ce rayon. Le plus petit possible. Enfin, c'est la différence entre ça et les autres éléments. Il faut ajuster. Avec tout ça. Ok, et je vais voir maintenant mon résultat. Voilà, j'ai un truc comme de ce genre. Bon, je comprends, je vois quand même que le cylindre qui est là est quand même gros. Donc, je viens au niveau de mon truc et je le déplace. Je vais déplacer l'origine. La distance, ça fait combien? Je mets la moitié. 0,5. Voilà. Et par ici, je reviens voir. Voilà, ça c'est beaucoup plus réaliste. Maintenant, si je veux changer, je peux personnaliser chaque couleur comme j'ai fait tout à l'heure. Je fais éditer. La partie basse là, je choisis hachure. Je fais un clic gauche là. Et je vais personnaliser la red pièce. Je fais un clic gauche sur ça, sur hachure. Et là, je vais personnaliser mon arrêt. Voilà. Je vais choisir par exemple ok, je vais filmer par exemple. J'applique pour faire enregistrer et je reviens voir. Voilà. Un peu comme ça. Je déplace et je le mets à côté de monsieur. La hauteur par rapport au sol, je vais mettre comme ça.
J'ai tout optimisé. Là, et ça. Voilà. Donc, avec Profil Complexe, on peut aussi créer des objets. On peut créer des objets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le seul motif circulaire que j'ai créé ici, si par exemple, bon, je supprime ça et je replace. Si par exemple, bon, par exemple, en voulant tracer le cercle, le diamètre, mon diamètre, bien, pardon, si mon rayon est inférieur, si mon rayon est inférieur, bon, parce que ça dépend de la ligne de référence. Si je choisis par exemple ligne de référence STN, je vais basculer sur ligne de référence STN et que le diamètre que je trace est inférieur à la largeur de mon profil, ça va me fusionner le résultat en même temps. Je valide et je vais entendre. Ouais. Est-ce que ça donne? Parce que normalement, j'ai un profil. C'est quoi la largeur du profil? Je vais mesurer. Normalement, le profil fait 50. Et moi, j'ai tracé un diamètre et un rayon de 49 quelque chose. Oui. Maintenant, si je décidais de tirer, de décaler les arêtes là, par exemple, et que le rayon, finalement, dépasse la largeur de mon profil, ça va me créer un vide au milieu. Je vais pareil pour le deuxième aussi. Ouais. Donc voilà comment ça fonctionne quand c'est circulaire. Maintenant, vous allez constater que tous les profils qu'on a utilisés pour notre profil complexe, c'est des éléments en couple. C'est-à-dire que c'est un profil. Un profil. Il y a aussi des éléments sous forme de panneaux qu'on peut utiliser. Seulement, en voulant les tracer, on ne peut plus les tracer comme si c'était comme quelqu'un qui traçait la longueur d'un mur. Parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est la longueur qu'on traçait, vu que l'épaisseur est déjà prédéfinie au niveau de notre profil. Alors que quand c'est un panneau, c'est le contraire. Le panneau, les dimensions du panneau sont déjà définies. Donc, pour tracer, c'est plutôt l'épaisseur qu'on trace. Bon, je vais faire un exemple. Je fais nouveau encore. Cette fois-ci, je vais appeler ça. Je vais appeler ça panneau. Je vais appeler ça panneau, par exemple. Et là, comme ça, là, je supprime ça. Et je trace un panneau. Je vais prendre le tirage. Rachu par exemple, trace un rachu. C'était rectangulaire là. Supposons que c'est un panneau décoratif que je veux créer. C'est peut-être un mur de première dimension. Je vais mettre 3 mètres. De hauteur 4 mètres. Bon, le mur là de façon générale, je vais lui donner une couleur. Je vais appeler ça. Je vais mettre peut-être peinture. Pour les vêtements, je choisis peinture. Bon, peu importe. Ok, au lieu de peinture, je vais changer de face blanc là. Enduit. Bon, ok, enduit. Ensuite, je vais créer des motifs à l'intérieur. C'est
Ok, un truc comme ça par exemple. Ok. Maintenant, je sélectionne mon hachure et à l'aide de baguette magique, la touche espace, sachant que je suis déjà sur l'outil hachure, j'ai sélectionné hachure. J'applique, je fais un clic dessus, sur l'outil, sur la ligne là, enfin les cercles. Je peux faire ça à l'intérieur aussi. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que, comme je l'ai dit, je peux changer la couleur de l'intérieur de chaque cercle. Sinon, il n'y aura pas vraiment une différence entre quelqu'un qui a placé un mur avec un outil simple et après a mis des ouvertures vides dedans, des baies circulaires dedans. Donc, moi, je vais personnaliser chaque couleur ici. Peut-être ça, je mets au niveau de revêtement, choisir peinture. Ok, je vais peindre. Je choisis bleu par exemple pour cette zone. Je choisis peinture bleue pour cette zone. Peinture bleue. Celui-ci, je choisis autre couleur. Peut-être, je sais pas, peut-être rouge. Alors, une fois que mon motif est défini, j'enregistre mon profil. Et maintenant, je vais sélectionner l'outil mur. Je choisis le profil que j'ai défini. Je l'ai appelé panneau. Je fais OK. Cette fois-ci, ça ne me donne plus la main pour choisir mon épaisseur. L'épaisseur est prédéfinie et c'est en même temps la largeur de mon panneau. Donc, pour construire, bon, je vais choisir un truc noir. Et je trace maintenant l'épaisseur que je souhaite avoir. Donc, supposons que j'avais un mur simple. Donc, on va commencer par là. Un mur simple, rectangulaire, comme ça. Épaisseur 15. Et passer un mur rectangulaire d'abord. Et donc, la largeur des panneaux fait 3 mètres. 3 mètres. Donc, le deuxième panneau, ça ne m'importe plus. Donc, mon mur complexe. Je vais tracer. Vas-y, c'est dans quoi? C'est dans le mur. Donc, voilà. Donc, je vais tracer mon épaisseur. Je vais supposer que l'épaisseur est peut-être
Supposons que c'est comme ça. Le mur qui est là, et sur le mur. Bon, peut-être mieux sur le mur. Que le tout soit beaucoup plus clair. Ok, je vais changer une couleur parmi les deux. Je vais choisir l'extrémité. Et puis je vais le laisser en blanc d'abord. Ouais. Voyez le jeu qu'il y a. Ça c'est l'avantage de profil complexe. Vous pouvez, bon, je vais pas tout changer. C'est ça, selon votre goût. Vous pouvez dessiner n'importe quel type de panneau. Bon, moi j'ai choisi de faire ceci. Vous pouvez dessiner n'importe quel type de panneau. Voilà, donc c'est tout pour Profil Complexe. C'est un résumé sur tout ça. S'il y a des éléments spécifiques qui vous embêtent, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Comme ça, je pourrais peut-être accentuer les mots sur certains aspects. Voilà, sinon j'ai fait un résumé global de l'outil mur. Maintenant, nous allons aborder l'option plan et coupe dans l'outil mur. Donc, concernant l'option plan et coupe, nous avons plusieurs réglages à faire. Il y a par exemple l'affichage en plan. L'affichage en plan qui est composé de afficher sur étage, affichage en plan, afficher projection. Donc, si je prends le premier qui est affiché sur étage par exemple, actuellement c'est défini sur étage d'implantation. Donc, si je veux, je peux mettre ça aussi sur tous les étages appropriés. Donc, je vais commencer par étage d'implantation. Je trace un mur droit au hasard. Par exemple, le mur. Je l'ai positionné au rez-de-chaussée. Maintenant, ce mur-là, arrivé à l'étage, je ne le vois pas parce que c'est défini sur étage d'implantation uniquement. Donc, si je viens dans mon réglage, je veux que le mur apparaisse aussi au premier étage, par exemple. Il suffit d'abord de mettre ça sur tous les étages appropriés. Je déviens ça sur tous les étages appropriés. Ensuite, j'augmente la hauteur de mon mur parce qu'actuellement, j'ai 3 mètres. C'est-à-dire que c'est limité au rez-de-chaussée. Il faut faire en sorte que le mur dépasse le rez-de-chaussée pour pouvoir le faire apparaître sur un autre étage aussi. Donc, par exemple, je fais décalage supérieur, par exemple, de 1 mètre, sachant que dans ce cas, 1 mètre n'est pas un plan de coupe déjà. Donc, ce qui veut dire que le mur ne sera pas coupé. Voilà. Donc, je fais valider, par exemple. Je vais constater que mon mur à l'étage apparaît, mais c'est pas coupé. Maintenant, si par exemple, j'augmente un peu la hauteur, je mets peut-être ça à 1,50 m et je valide. Je vois que mon mur est coupé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà atteint le plan de coupe. C'est-à-dire que le mur dépasse la hauteur du rez-de-chaussée jusqu'à s'arriver au premier étage. Donc du coup, HTML peut m'afficher ce mur-là aussi au premier étage. Voilà. Donc, en dehors de ça, je vais travailler toujours avec le même mur. Deuxième option, il y a affichage en plan. Pour l'affichage en plan, il y a plusieurs options encore. J'ai soit projeté avec partie supérieure, des coupes uniquement. Il y a aussi coupe symbole, ça dépend du type de mur qui a été sélectionné. Il y a aussi contour uniquement. Et enfin, tout au plafond. Donc je vais prendre le premier, projeté par exemple. Bon, je ne sens rien parce que c'est pas un mur qui est incliné par exemple, ou bien qui est courbé au niveau de sa partie supérieure. Donc pour faire mon truc, bon ça là je mets d'abord ça à 0, ensuite on va mettre un mur incliné. Bon, je garde même les 50 degrés là par exemple, et je me mets sur projeter. En faisant projeter, ça va me montrer seulement la partie coupée de mon mur
et la partie non coupée et visible. La partie non coupée visible et la partie coupée de mon mur. Je vais afficher le mur là en 3D, on va voir. Et donc, j'ai affiché en 3D. Voilà, donc ce que je vois là tout à l'heure, si mon plan de coupe est quelque part ici, Archicad va me montrer seulement la partie coupée et la partie visible qui est vers le bas ici. Mais ça ne va pas me montrer le reste de mon mur. C'est ça qui est projeté. Voilà. Donc, eh bien, je mets un plan de coupe pour que je vois. Voilà, donc, ce qui se passe là, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça qu'on vient de voir sur le plan. Donc, j'ai la partie visible en bas et la partie coupée. Et c'est ce que Archicad affiche quand c'est projeté. Je reviens. Maintenant, supposons que cette fois-ci, au lieu de faire projeter, je décide de faire projeter avec partie supérieure. Ce qui veut dire que la partie qui est au-dessus du plan de coupe va aussi apparaître en plan, comme de pointillés. En fait, c'est une projection orthogonale vers le bas. Donc, ça fait projection orthogonale sur le plan horizontal. Donc, je vais encore l'afficher là. Donc, ça va faire la projection des deux points du haut vers le bas. Donc, j'ai une projection comme ça. Ça va faire comme ça. Jusqu'au sol. Et ça va le tracer en pointillé. Ensuite, ça va faire deuxième partie aussi comme ça. Jusqu'au sol. Donc, pour vérifier par exemple ce que j'ai, moi je vais mesurer ça, on va vérifier. Donc là, depuis ce point jusqu'à la fin, là j'ai 217. J'ai 217,84. Voilà. Je vais mesurer ça depuis ce point jusqu'ici. Ouais, 217,84. Donc c'est une projection orthogonale sur le plan horizontal. Donc, maintenant je vais choisir autre option encore. Au lieu de projeter avec partie supérieure, je choisis par exemple coupe uniquement. Et si je choisis coupe uniquement, ça va m'afficher seulement la partie coupée de mon mur. Ça ne va pas me montrer la base du mur, ni la partie projetée. Ni la partie supérieure du plan de coupe. Mais cette fois-ci, ça va me montrer seulement la partie coupée. Donc là, la partie coupée se retrouve ici. Or, la base de mon mur est quelque part ici. Ok. Donc, voilà pour uniquement. Ensuite, j'ai contour uniquement par exemple. Contour uniquement, ça fait croire à Archicad que le mur n'a pas atteint encore la hauteur de coupe. Ouais. Et si je dis contour uniquement, ça va afficher l'ensemble de mon mur, mais en très plein. En très plein. Ouais. Pour montrer que le mur n'est pas coupé, mais ça se voit entièrement depuis le haut. Voilà. Ensuite, j'ai tout au plafond. En fait, tout au plafond fait croire à Archicad que le mur n'est pas au sol. Le mur est à une certaine hauteur par rapport au sol. Une hauteur qui dépasse le plan de coupe. Je crois que le plan de coupe d'Archicad, c'est 1,10 m. Donc, si j'applique par exemple tout au plafond et je valide, ça fait croire à Archicad que le mur n'atteint pas le sol. Le mur est au-dessus du plan de coupe. Donc là, ça met ça en pointillé. Voilà. Encore, je vais prendre ce mur là par hasard par exemple. Voilà. Vu que c'est un mur simple que j'ai choisi ici, là l'option coupe symbole apparaît. Or, pour un mur projeté et tout ça, un mur incliné, je ne le voyais pas. Donc, l'option coupe symbole apparaît. Je peux l'utiliser comme je peux ne pas l'utiliser, mais je ne verrai pas réellement de différence entre ça et la coupe, vu que c'est un mur simple. Voilà, donc maintenant, toujours pour l'option plan et coupe. Cette fois-ci,
Je vais modifier par exemple le contour du mur. La tête de mon mur par exemple, je décide de mettre les deux traits de côté. C'est-à-dire qu'au niveau de la largeur du mur, par exemple, ce mur-là par exemple, au niveau de ces deux largeurs, je peux faire apparaître le trait de coupe, la ligne de coupe là qui est là, ou alors celui-ci, ou je les supprime aussi. Donc, je clique dessus et je choisis par exemple 100. C'est-à-dire que les deux extrémités seront vides. Ouais. Ou bien je mets seulement au départ et la fin il n'y aura rien. Donc voilà comment fonctionne le plan de coupe. Il suffit de s'entraîner pour pouvoir en sortir facilement. C'est tout pour notre vidéo. Merci d'avoir regardé, partagé, commenté. Vous pouvez aussi vous dire vos insuffisances sur ce que vous venez de regarder. Et prochainement, si Dieu le veut, je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer. Voilà. Donc, à tout moment.